Akéris a accepté de répondre aux accusations de Que Choisir. Sur les 55 000 logements Robiens que la société a vendus, le PDG, François Jouven, affirme en fait que seule une infime minorité a donné lieu à des contentieux. Il reconnaît qu'il y a un risque, mais selon lui, très limité. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. C'est du logement, c'est de la pierre. Il y a quelquefois des fuites d'eau, il y a quelquefois des locataires qui partent trop vite. Donc l'important, c'est de régler ces problèmes le mieux possible. Le mieux possible. Voilà, c'est pas un aveu de... Monsieur Jouven minimise les problèmes, mais face à l'attaque de Que Choisir, il vient de charger un médiateur de calmer la colère de certains acheteurs. À l'origine des dérives des Robiens, il y a les promoteurs, mais aussi les pouvoirs publics. Car c'est une loi votée par l'Assemblée nationale qui a tout déclenché. Depuis notre précédent reportage d'ailleurs, cette loi a été modifiée. Elle s'appelle désormais la loi Sellier. Principale disposition du texte, alors qu'avec le Robien, les promoteurs pouvaient construire partout en France, la loi Sellier limite désormais les nouveaux programmes aux seules agglomérations de plus de 50 000 habitants. Impossible donc désormais de se retrouver propriétaire dans une résidence en race campagne comme Catherine. Mais la nouvelle loi met-elle pour autant les acheteurs à l'abri des mauvaises surprises? Ce qui est sûr, c'est que les méthodes de vente, elles, n'ont pas changé. Nous allons le constater en prenant rendez-vous avec un vendeur de cellier. Comme du temps du Robien, on nous appâte toujours avec des réductions d'impôts. Ce que vous généralement vous donnez aux impôts, vous allez juste changer l'ordre sur le chèque, vous ne mettrez plus trésor public, mais vous mettrez votre nom, vous irez le déposer sur le compte où vous aurez fait le crédit. Donc ça ne vous rend pas plus riche. Mais plutôt de tout filer à l'État, au moins ça permet de financer l'appartement. Il n'y a jamais de risque dans ces opérations? Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est d'investir dans un endroit complètement pourri. Une semaine plus tard, notre commercial nous propose un T2 de 34 mètres carrés. Effet positif de la loi Sellier, l'appartement semble bien situé, juste à côté de Bordeaux. Et là, le programme que j'ai pris, il est à gauche. D'accord. Donc il est ici. Et le programme, là où vous êtes à 5 minutes de trajet de Bordeaux. Le prix de notre petit T2, 140 000 €. Et voilà sur la plaquette à quoi ça va ressembler. Notre vendeur nous assure que nous pourrons le louer près de 470 € par mois. Un loyer proche du maximum prévu par la loi. Mais est-ce réaliste? Ce n'est pas certain. Selon Jean-Michel Siuch, expert en immobilier, les loyers promis aux acheteurs sont bien souvent surévalués. Toutes les régions, hors exception, sont touchées par ce problème d'inadéquation de loyer. Et vous avez des villes très importantes, et vous en avez d'autres moyennes, puisque le Sellier concerne les villes de plus de 50 000 habitants, les agglomérations de plus de 50 000 habitants, mais chaque région a son lot de villes à risque. Selon cet expert, Bordeaux fait d'ailleurs partie des villes qui posent problème. Pas sûr donc que nous puissions louer notre 2 pièces au tarif prévu. Mieux vaut donc se renseigner sur le marché local par soi-même avant de signer. Au terme de cette enquête, nous retrouvons le sénateur Thierry Repentin. Il y a 2 ans, devant notre caméra, il se risquait à une prédiction. Mais ces milliers de logements vides et aujourd'hui invendables ne sont peut-être pas perdus pour tout le monde. Ceci étant, moi j'entends, y compris d'ailleurs certains organismes de logements sociaux qui disent laissez faire. Dans 10 ans ou dans 15 ans, face à l'explosion du nombre de logements Robiens construits aujourd'hui, il n'y aura pas de locataires dans 10 ans ou dans 15 ans. Et ce seront éventuellement des opportunités pour nous, organismes de logement social, de racheter des copropriétés que les investisseurs ne voudront plus gérer, surtout si ces appartements se situent à 400 ou 500 km de chez eux. La prédiction s'est réalisée plus vite que prévu. Thierry Repentin est bien placé pour le savoir. Il est aujourd'hui président de l'Union des HLM. Là, c'est les bâtiments que vous voyez devant vous. L'entrée est ici.
Cette résidence, encore en construction à Chambéry, était destinée à accueillir des logements robiens. Mais la crise immobilière est passée par là et les HLM ont été appelés à la rescousse des promoteurs. Le monde HLM en fait s'est mobilisé et a négocié en quelque sorte un certain nombre de logements qui étaient disponibles et qui ne trouvaient pas preneur. Et le monde HLM a racheté environ 15 000 logements. Le programme que Thierry Repentin nous montre aujourd'hui fait partie de ces 15 000 logements. Une excellente affaire pour les HLM. C'était un prix qui variait entre 3 000 € et 4 000 € du mètre carré. In fine, après négociation, les organismes de logements sociaux ont racheté ces programmes à moins de 2 000 € du mètre carré. Donc quasiment 50% de moins sur certains appartements. Pour le même prix, les HLM ont même pu poser leurs conditions. Là où seuls des studios étaient prévus, ils ont exigé des appartements familiaux. D'ici l'an prochain, une centaine de foyers devraient emménager ici. Il s'agira sans doute des premiers bénéficiaires de la crise des Robiens. Avec nous sur ce plateau, nos deux invités, Benoît Paru, ministre du Logement et de l'Urbanisme depuis juin 2009. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Erwan Seznec, journaliste à Que Choisir. Vous avez publié plusieurs articles sur les dispositifs du Robien et Cellier, sur les dérives de ce dispositif. Alors, monsieur le ministre, pour vous, cette première question, quand vous entendez les témoignages de Didier, de Catherine, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu tromperie? Tromperie, je ne sais pas, dérive, c'est une évidence. À partir du moment où on a transformé un produit qui était censé être là pour faire du logement en un produit de défiscalisation, on a effectivement trompé des gens. On a trompé des gens en leur disant vous allez pouvoir faire un investissement qui va être rentable, qui va vous faire gagner de l'argent, vous permettre de défiscaliser, de payer moins d'impôts. C'est vrai à condition que les gens louent ces logements-là. S'ils ne les louent pas, il n'y a pas de défiscalisation. Or, vous ne pouvez louer un logement qu'à partir du moment où il y a une demande de location sur le territoire. C'est ce qu'on a voulu faire évoluer entre les Robiens et le Cellier. Et aujourd'hui, le dispositif Cellier. Et aujourd'hui, le dispositif Cellier en disant on ne réserve le Cellier qu'au territoire où il y a une vraie tension, un vrai besoin sur le marché locatif. Oui, mais est-ce qu'on peut dire quand même d'une certaine manière que l'État a failli dans la mesure où les gens, quand ils entendaient loi Robien ou même loi Cellier, pour eux, il y avait le terme loi, donc ils se sentaient protégés par l'État. Quand vous faites une loi, malheureusement, il y a toujours, ou il peut y avoir des dérives. On a corrigé ces dérives avec le Cellier, clairement, puisque ces dérives, il y a toujours des petits risques, mais à mon avis, ils sont très fortement limités. Mais effectivement, on a créé un produit avec là, sur lequel il y a eu des dérives, clairement. Mais alors, est-ce que, je me retourne vers vous, est-ce que donc le nouveau dispositif, le dispositif Cellier, corrige vraiment ces dérives? Non, pas du tout. Pas du tout. Monsieur Apparu nous a reçus en janvier et on a eu une conversation très franche là-dessus. Il nous a dit que des dizaines de communes devaient sortir du dispositif Cellier. Elles l'ont été maintenues sur la pression des élus locaux qui ont assumé une responsabilité écrasante. Et aujourd'hui, le Cellier n'a rien corrigé du tout. Il faut dire qu'auparavant, le dispositif Robien, c'était, on pouvait construire sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ça ne concerne plus que 5% du territoire français. Mais selon vous, il y a toujours des villes où... Alors d'une part, il faut dire que ces 5% du territoire couvrent 75% de la population. Le zonage du Robien avait des défauts, le zonage du Cellier a des défauts énormes. Quand vous dites zonage, c'est-à-dire qu'il y a donc des constructions... Le découpage de la France en endroits où on peut construire avec des plafonds de loyer. Ces plafonds de loyer sont une fausse, disons, rassure les investisseurs, mais en réalité, ils ont été très mal calculés. Aujourd'hui, tous les professionnels l'admettent. Ils sont au-dessus des prix du marché. Donc les gens qui investissent dans ces zones-là, en ayant la caution rassurante d'un plafond de loyer fixé par l'État, ne trouveront pas de locataires. Alors, quelques éléments de réponse par rapport à ce qui vient de dire à l'instant. Un, je pense qu'effectivement, en termes de zonage, on a corrigé les dérives. C'est-à-dire qu'on ne construit plus aujourd'hui dans des zones saturées de logements. Là encore, on revient sur le principe de base. Vous faites un investissement en matière de logement. Vous ne faites pas un investissement de fiscalité. Il faut dire aux gens, quand ils vont aller dans ces dispositifs type Cellier, faites comme si vous achetiez le logement pour vous. Donc, comme si vous alliez y habiter. Comme si vous alliez y habiter, parce que vous faites un investissement en matière de logement. Vous achetez un logement. Quand vous achetez un logement, vous regardez s'il y a des commerces autour. Vous regardez si effectivement il y a des transports en commun autour. Vous regardez s'il y a des écoles et des équipements publics autour. Et vous allez voir votre logement. C'est ça le principe, parce que c'est un investissement logement. Premier élément. Deuxième élément, on s'est dit, clairement, il y a une dérive. Comment on limite cette dérive? On va exclure 95% du territoire de l'éligibilité au dispositif de fiscalité. Et effectivement, il y a encore quelques questions sur un certain nombre de communes.
Est-ce qu'elles peuvent ou est-ce qu'elles ne peuvent pas rester dans ce zonage-là? Et clairement, d'ici la fin de l'année 2010, je vais faire deux choses. Chose numéro 1, premier élément, on va sortir des communes qui sont aujourd'hui éligibles au cellier, on va les sortir du cellier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tension sur ces marchés-là. Deuxième élément, on cherche toujours de la simplicité, parce qu'on nous dit que tous ces dispositifs sont super compliqués, ce qui n'est pas faux. Bon. Et donc on se dit on va faire un nombre de zones limité. Mais quand vous faites 3 zones, ce qui est le cas par exemple pour nos dispositifs celliers, zone A, voilà, très tendue, B, moyennement tendue, C, faiblement tendue. Généralement des grandes villes ou des villes moyennes. Voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement qu'on fait peu de zones. Et c'est vrai que quand vous faites un plafond de loyer, en disant c'est pas plus de 21 € au mètre carré pour louer votre appartement en zone A, 21, c'est des prix intéressants à Paris. Par contre, dans d'autres villes de la zone A, c'est trop cher. Et donc on va effectivement, courant 2010, quand je dis courant 2010, très vite, prendre un décret pour effectivement baisser les plafonds de loyer. Alors, ça risque de ne pas faire des comptants... Ça ne fera pas des comptants partout, mais c'est pas grave, on n'est pas là. Notre métier, c'est souvent de se faire engueuler, c'est pas toujours de faire des comptants partout. Ce qu'annonce le ministre, ça vous satisfait? Le fait qu'on sorte des... Le diable est dans les détails. Si on sort du dispositif des zones qui ont déjà été littéralement carbonisées par les défiscalisateurs et où il n'y a plus aucune possibilité, où il n'y a plus rien à gratter, pour faire rentrer de nouvelles zones vierges qui vont pouvoir présenter comme des zones indûment sorties du cellier et qui maintenant peuvent en bénéficier, on leur tend une opportunité fantastique pour poursuivre leur business dangereux pendant 6 mois. Les conseils de bon sens, allez voir ce que vous achetez, faites attention, etc. Ça marche quand on a 1000 personnes de plantées, quand on a 40 000 personnes de plantées. Ça, c'est vos estimations aujourd'hui? Il y a 40 000 personnes qui ont été abusées, si on peut dire. Entre le cellier et le rebien, on doit approcher de ce chiffre-là. Mais qui vous mettez en cause, vous? C'est l'État? Nous, on est clairement en cause des défiscalisateurs. On a attaqué l'un d'entre eux au pénal. Promoteurs défiscalisateurs qui sont entrés en action il y a quelques années et qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils ont des méthodes de vente très très efficaces. Et il faut faire attention à ces gens-là. Alors, Monsieur le ministre, ce dispositif, en fin de compte, c'était aussi pour soutenir la construction. C'était pour sauvegarder des emplois. Alors, quand on a fait le cellier notamment, ça s'est arrivé au moment du plan de relance. En disant effectivement, on a besoin non seulement de construire du logement dans les zones dites tendues, et on a besoin également de soutenir l'activité de la construction. C'est la raison pour laquelle effectivement ce dispositif cellier a été créé au moment du plan de relance. Bon. 2009. En 2009. Quelle est notre idée? Notre idée a été de dire, si vous ne soutenez pas l'activité de la construction, vous allez avoir des milliers de chômeurs en plus. Avec les 60 à 70 000 celliers que nous avons faits, nous estimons sauver à peu près 50 000 emplois. Mais est-ce que ça ne s'est pas fait au détriment des particuliers? Mais à partir du moment où effectivement nous l'avons fait dans les zones, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à peine 5% du territoire, etc., le risque était excessivement limité. Et ce qui est évoqué à l'instant, à savoir on va faire rentrer dans d'autres communes dans le dispositif cellier, c'est pas vrai. Il y a effectivement un amendement qui est passé sur la loi de finances 2010, donc sur le budget 2010, disant, dans des cas très précis, on peut remettre des communes dans le cellier. Bon. Ça, moi, je vais le vérifier de façon très stricte en disant, s'il n'y a pas de tension sur le marché locatif, je ne le ferai pas. C'est moi, dans le décret, le décret prévoit que c'est moi qui signerai ou pas le retour d'une commune en zone éligible au cellier, et je ne le ferai que s'il y a une vraie preuve qu'il y a une tension sur le marché locatif. Autrement dit, là encore, mon seul objectif, c'est de me dire, si j'ai besoin de faire des logements dans ces communes-là, oui. Si j'ai pas besoin, non. Donc plus de faillites de particuliers dans les... Sur le cellier, je pense qu'il y aura... Vous y engagez? Je m'engage sur le cellier, il n'y aura pas ou très peu de faillites de particuliers. Erwan Seznec, vous y croyez, vous? Moi, j'aimerais y croire, mais les retouches successives des dispositifs Robien et cellier ne nous rendent malheureusement pas très optimistes. Benoît Paru, Erwan Seznec, merci beaucoup d'être venu parmi nous. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Guylaine Chenu.